Excitation, impatience sont les maîtres mots d'un supporter marseillais avant le début d'une saison. Mais peut-être cette année encore plus que d'habitude, par rapport aux ambitions du club, on est à J-1 de la reprise, déplacement à Rennes demain soir. On s'apprête à vivre une saison riche en émotions, on l'espère en tout cas avec cette Ligue des Champions notamment, et les ambitions qu'on a sur le plan national. On a fait un mercato pour l'instant, je dis bien satisfaisant, même s'il est encore incomplet. Dans cette vidéo, on va faire le point sur l'actu des transferts, mais on va surtout aussi parler de cet avant-match, parce que demain, on a 3 points à remporter. Il va falloir bien démarrer la saison. Ça sera très important, parce qu'ensuite, les matchs vont s'enchaîner tous les 3 jours. Je vous invite à venir m'écouter demain soir, parce que je serai en direct, bien sûr, pour vous commenter le match avec un nouveau décor, une nouvelle interface. Je pense que ça va vous plaire. Elle est plus que sympa, il y aura des nouveautés. Donc n'hésitez pas à passer dès l'avant-match. On va faire monter la température et on va encourager notre club à 300% en espérant bien commencer. Alors pour débuter la vidéo, vous likez pour le soutien. Alors il y a un nouveau décor également. Qui dit nouvelle saison dit un RAF flambant neuf, même si j'ai été malade ces derniers jours. Mais là ça va mieux. Donc le décor il n'est pas encore finalisé les amis, mais on va faire un truc 100% OM. Et cette année, croyez-moi que je vais être très présent sur plein de concepts différents par rapport à d'habitude sur Marseille, avec des supporters, pourquoi pas en émission. On va faire plein de belles choses. Voilà, j'ai aussi investi pour la chaîne, vous allez le voir dès demain de toute façon. Mais c'est pour la bonne cause et c'est grâce à vous que j'ai pu investir d'ailleurs. On va commencer par parler de l'adversaire, Rennes, qui a connu une saison délicate à l'an passé. Fut un temps, il flirtait avec la zone de relégation. Et puis il y a eu l'arrivée de Habib Beye qui a apporté un nouveau souffle à cette équipe et directement son message il est passé auprès d'un jeune groupe parce qu'en effet quand on voit l'effectif de Rennes, il y a beaucoup de très jeunes joueurs et ça manque véritablement de tauliers d'expérience. Quoi qu'il en soit, Rennes a été mieux sur la deuxième partie de saison, ils ont un petit peu redressé la barre, ce qui leur a permis de finir dans le ventre mou du championnat. D'ailleurs, petite coïncidence, on les a affrontés lors de la dernière journée. On s'en souvient, à la 38e, on a gagné logiquement, je dirais, 4-2. Mais là, c'est une nouvelle saison pour Rennes. Et l'ambition qui a été donnée par le propriétaire, on le connaît, il a d'ailleurs beaucoup d'argent, il a investi quand il faut, Rennes a cette chance-là, c'est de retrouver l'Europe cet été. C'est ce que Beye a dit avant-hier. Ça ne va pas être une mission facile non plus, parce qu'encore une fois, je trouve cet effectif assez jeune. Ils ont eu 3 recrues cet été, dont Matusiwa. Il y a eu aussi un joueur japonais dont j'ai perdu son nom. Et d'ailleurs, pour le match de demain, il y a 3 absents notables, notamment Brassier derrière, qui était un titulaire l'an passé, Mukiele et Seydou. On sait quasiment à 100% que Beye, il a un dispositif défini. Avec Rennes, il a toujours joué en 3-4-3, c'est-à-dire avec 3 centraux, 2 pistons très offensifs, que seront Merlin à gauche et Frankowski à droite, 2 milieux de terrain, récupérateurs, relayeurs, et ensuite 2 ailiers et une pointe. Enfin, des fois, il joue avec 2 avant-centres, tout dépend. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une défense à 3 centraux et 2 pistons. Donc, demain, la compo probable côté rennais, je vais vous en parler rapidement. Il y aura Samba dans les buts. Derrière, Jacquet, Faye et Rouholt. Faye, c'était un joueur préformé, on va dire, au Barça, que je connais, international sénégalais. Son meilleur poste, c'est plutôt au piston latéral. Défensivement, il a quelques lacunes. Il a du mal encore à s'adapter totalement à la Ligue 1. Donc ça, c'est une occasion à saisir pour l'OM. On aura Merlin Frankowski sur les côtés. Au milieu de terrain, on annonce plutôt un milieu renforcé à 3 avec Cissé, jeune joueur de 20 ans. Seko Fofana, qu'on connaît tous, qui a commencé à partir du mois d'avril à monter en puissance. Il a eu du mal dès son retour en France à se remettre dans le rythme de la Ligue 1, lui qui était en Arabie Saoudite juste avant, et Ryder. Et en pointe, il y aurait un duo, Meite, qui n'est même pas majeur. Bon, par contre, on annonce ce mec comme un crack. Il fait partie des meilleurs espoirs des moins de 19 ans l'an passé, aux côtés de Tamari, qui a joué une dizaine de matchs l'an passé. Il a marqué un but. On ne peut pas dire sur le papier que c'est un duo d'attaque vraiment fracassant, sur le papier en tout cas. Et je répète, Kalimundo, je ne sais même pas si j'en ai parlé d'ailleurs, ça c'est la bonne nouvelle côté olympien, quitte Rennes. Ça a été annoncé hier, je crois qu'il va en première ligue. C'était l'attaquant phare de Rennes la saison passée. Donc ils vont récupérer de l'argent et je pense qu'ils vont investir fortement d'ici fin août pour recruter un autre avant-centre, parce que avec ce 11 là, j'ai du mal à imaginer Rennes dans le top 5 ou top 6 de Ligue 1. Donc Rennes n'est pas totalement prêt. Tant mieux pour nous, ils ont 3 absents, Kalimundo est parti. Même si dans leur préparation, ils ont affronté d'ailleurs des belles équipes. Beye il a reconnu, ça leur a permis un petit peu de monter en intensité petit à petit.
Mais tout ça pour dire que ce n'est pas le Rennes, vous le savez hein, quelque part, d'il y a quelques années. Ça ne l'est plus. Une équipe offensive qui marquait beaucoup de buts, le danger venait de partout. C'était toujours un déplacement assez périlleux. Rennes reste sur 2 saisons même compliquées. Et là, ils sont un peu en reconstruction. L'affiche est belle. Souvent, les Rennes OM, il y a beaucoup de buts. J'ai en tête la première journée en août 2008. On s'est déplacé à Rennes. Moi, j'écoutais le match à la radio sous Eric Guéret. Match incroyable, 4 partout avec la première de Ben Arfa à l'OM. Je vois aussi un match avec pas mal de buts. Hein. D'ailleurs, demain, on en parlera dans le pronostic tout à l'heure. Bon, maintenant, on va passer à la compo de l'OM que je mettrai en place pour ma part. Alors, Rulli dans les buts. En défense centrale, vous savez que Medina est suspendu. Pour le remplacer, De Zerbi a plusieurs options et d'ailleurs la question lui a été posée en conférence de presse. Il peut mettre Egan Riley, voire Kondogbia, qui est toujours là, et Cornelius également. Moi ma préférence elle va pour Egan Riley, bien sûr, même si d'ailleurs il va falloir se méfier parce que j'en ai pas parlé mais Rennes va jouer en transition, demain ils vont essayer de nous faire mal dès la perte du ballon. C'est pour ça qu'il faudra être précis hein, dans notre camp sur les passes, essayer d'être le plus précis et avoir vraiment le contrôle du jeu, ne pas perdre le ballon dans des zones dangereuses tout simplement parce qu'ensuite ils vont essayer de faire parler la vitesse de leurs 2 avant-centres. Donc attention à ça. Mais pour revenir à la compo à la charnière centrale, moi j'aimerais Egan Riley aux côtés de Balerdi. On met Egan Riley à son meilleur poste, même si De Zerbi, on a parlé tout à l'heure, il peut utiliser Egan Riley et d'ailleurs on l'a bien vu en préparation dans un poste de latéral droit ou piston droit même, ou défenseur central. Donc il va lui demander une certaine polyvalence. Et ça sera le cas hein, cette saison. À gauche, Ulysse Garcia. Et à droite, Murillo. Voilà. Mais j'ai comme l'impression que De Zerbi va mettre Kondogbia aux côtés de Balerdi. À gauche, il va peut-être mettre Murillo à gauche. Et à droite, Egan Riley. Voilà. C'est un petit pronostic de ma part. Mais si on fait une défense à 4, Egan Riley, Balerdi dans l'axe, Murillo à droite et Ulysse Garcia à gauche, qui va jouer comme piston et qui, en phase de possession bien sûr, va accompagner la charnière centrale? Bah, vu le profil de Ulysse Garcia, c'est lui qu'on doit mettre piston gauche. Et donc Murillo, il faudrait lui demander de jouer défenseur central demain, quoi qu'il arrive. Tout ça parce que Medina est suspendu. Voilà. Donc défensivement, j'espère voir cette formule-là. Alors après, oui, Egan Riley, il vient de Championship, mais bon, il faut oser les gars, c'est la première journée. Medina est suspendu. Si demain tu mets pas Egan Riley, alors qu'il a une occasion de jouer, mais j'aimerais pas non plus que ça traîne pendant des semaines, pendant des mois, qu'il ne joue quasiment pas, à part quelques rencontres en fin de match. J'aimerais qu'on puisse se lancer, surtout que lui, il est arrivé quasiment, oui, au début de la préparation. Voilà, il a pu travailler avec le groupe, parler avec De Zerbi. Donc demain, je le lancerai dans le grand bain. Voilà, c'est une nouvelle recrue. C'est pas non plus un jeune qui n'a rien prouvé. On parle du meilleur défenseur central de Championship l'an passé. Face à Rennes, Meïté et Altamari, sans leur manquer de respect, ça peut faire l'affaire. Même si je sais qu'avec Balerdi... D'ailleurs, c'est un peu un péché mignon dans les quelques faiblesses qu'on a remarquées dans la préparation. C'est l'alignement de notre défense à 4, tout simplement. Et aussi nos milieux de terrain qui sont parfois un peu loin du porteur de balle adverse. L'OM a encore du travail dans le jeu sans ballon, dans le replacement défensif. Enfin, pas vraiment dans le replacement défensif, autant pour moi, parce que les joueurs font les efforts. Mais dans le positionnement, et là, je mets en cause même Balerdi, aux côtés de son défenseur central. Faut travailler de ce côté-là. Bon, Medina, Balerdi, qu'on verra prochainement. Enfin, tout dépend si Medina joue à gauche. Ils ont la chance de se connaître un peu mieux, de pouvoir se parler facilement. Je pense que les automatismes vont venir beaucoup plus rapidement, mais on sait qu'un défenseur central devrait arriver en principe très bientôt. On en parlera dans le mercato tout à l'heure. Ensuite, au milieu de terrain, sans surprise, on aura la triplette Højbjerg, Gomez et Rabiot. Et devant, Rowe à gauche, il y aura Greenwood à droite. Et en pointe, je mets Amine Gouiri. Je pense comme la majorité des supporters de l'OM. Pourquoi? Mais déjà parce que dans la préparation, c'est Gouiri qui a été titulaire à chaque fois. Ça serait lui faire mal mentalement de le mettre remplaçant dès la première journée. Ce serait un mauvais message envoyé à lui. Et puis cette physionomie où Aubameyang rentre en fin de match, c'est aussi mieux pour Aubameyang. Parce qu'il n'est pas encore à 100% Aubame. Il est à 70% je pense, il lui faudra encore quelques semaines. Il va rentrer face à une équipe forcément un petit peu émoussée, sans trop de pression, même si ça lui fait pas peur la pression, tu vas me dire. Et si on inverse les choses, faire entrer Gouiri en fin de match, ça serait lui mettre une pression.
Lui dire t'as 20 minutes, 30 minutes pour prouver, sinon t'as déjà perdu ta place. Et puis Gouiri est très utile dans ce rôle de 9 en pivot, enfin non, de 9 et demi, on va dire, qui décroche beaucoup pour participer au jeu, pour amener des occasions. Il a une bonne connexion avec ses coéquipiers, on l'a vu l'an passé, même si on l'a moins vu en préparation. Quelquefois, il n'était pas servi même. Il y a une question qui a été posée en conférence de presse, et je crois que c'était la Minute OM, qui évoquait par exemple en phase de possession, Balerdi ou Højbjerg, pourquoi on n'essayait pas d'alerter, de sauter un peu la ligne, plutôt que jouer court à chaque fois, Amine Gouiri ou notre trio offensif, par la profondeur ou des longs ballons tout simplement, on le fait trop peu. Et un des aspects du jeu de De Zerbi, notamment notre gardien Rulli, c'est de pouvoir trouver l'avant-centre. Sur une longue passe, même une passe dans l'axe, on a vu des séquences comme ça à Brighton, et Gouiri en déviation pourrait ensuite alimenter des ailiers, voire Adrien Rabiot. Il saurait le faire ça à Gouiri. Parce qu'une des qualités qu'a Gouiri, beaucoup plus qu'Aubameyang, c'est je trouve sa résistance dans les duels dos au but. Et son jeu en déviation. Voilà. Donc Gouiri pour moi doit être titulaire demain, et je ne vais pas trahir de secret. Il sera titulaire demain Gouiri. J'en suis quasiment persuadé, mais on verra Aubameyang en deuxième mi-temps. De toute façon les amis, on va pas se mentir, hein. Il y aura une concurrence cette année entre Gouiri et Aubameyang. Les deux ils vont jouer 9. D'ailleurs, on a posé la question à De Zerbi il y a quelques jours, c'était pas tout à l'heure. Et il n'a pas démenti la chose, même s'il a dit que parfois Gouiri ou Aubame pouvaient jouer à gauche. Mais bon, à gauche, on a Pexao, pour l'instant on a Ro, on a du monde sur les côtés. Donc voilà, ma compo pour demain. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Alors maintenant, on va passer au point mercato, en commençant par Ordonez. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ? Pas grand chose ces derniers jours, si ce n'est que le joueur veut venir à l'OM, que Bruges réclame un certain montant, et que pour l'instant l'offre de l'OM est un peu trop basse pour le club belge. Mais ce qui pourrait décanter la situation, ce qui pourrait débloquer des fonds, ça serait que l'OM enregistre quelques départs. Ça peut être Unai, Mumbagna, là on parle des joueurs vraiment poussés vers la sortie, voire Amin Harit, même si Harit pour l'instant n'a pas vraiment de convoitise, malheureusement, il n'y a pas de club intéressé vraiment par lui. Et surtout le cas Jonathan Rowe, parce que même si ça nous fait mal et que je veux pas son départ quoi qu'il arrive, eh bien ça va débloquer beaucoup d'argent, beaucoup de fonds. Voilà, donc est-ce qu'on peut dire statu quo? Oui, un petit peu. On ne connaît pas le timing, quand est-ce que la situation va se débloquer. J'espère pas à la toute fin de mercato, parce que quand on se précipite, des fois on fait les choses pas bien, même si je sais que Longoria et Benassia gèrent plutôt bien ce genre de dossier chaud, même si ça se joue sur le fil. Mais vous savez à quel point c'est important pour le club et pour moi d'avoir un défenseur central très important, un gros joueur pour accompagner Balerdi véritablement, même s'il y a une autre option, les gars, que les dirigeants ont peut-être en tête. C'est même plus qu'une option. Et De Zerbi en a parlé après le match d'Aston Villa. C'est de recruter un latéral gauche, mais vraiment confirmé. Ce qui permettrait à Medina de basculer dans l'axe en charnière centrale. Et donc, on aurait toute la saison comme titulaire Medina, Balerdi, avec aussi la concurrence de Egan Riley. Alors, moi, ce que j'en pense, tout dépend du latéral gauche qu'on va aller chercher. C'est vraiment, tu vas me prendre, j'entends parler de Grimaldo en ce moment, qui a un bon de sortie autour de 15-18 millions d'euros, un Zinchenko, un Lucas Digne, même si Digne s'est fait promener contre l'OM samedi dernier. Ouais, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, il faut soit un latéral gauche de très haut niveau, soit un défenseur central de haut niveau. Parce qu'on a Medina qui est polyvalent. Voilà. Et qui serait même à son meilleur poste. Mais dans l'idée générale, dans ce qu'on voulait de base, c'était un défenseur central. Parce qu'on a vu l'an passé les lacunes qu'on avait dans l'axe. Bon, ce défenseur central, on l'a pris d'un côté, c'est Medina. Donc, tout ça pour dire que dans cette fin de mercato, parce qu'on a dépassé plus que les 3/4 du délai mercato là, il reste une quinzaine de jours. On a deux options. Prendre un latéral gauche très confirmé, où on pourrait débourser entre 20 et 30 millions d'euros. De toute façon, on a proposé aux alentours de 30 là pour Ordonez actuellement. Ou un défenseur central, valeur sûre, type jeune prospect à fort potentiel comme Ordonez ou Flamingo, ou alors expérimenté comme on a essayé avec Aguerd, Ben Sebaini, Badé, Laporte. C'est vrai que sur les pistes de défenseur central, dans ce mercato estival, on a eu du mal à finaliser un accord. Alors, les dirigeants sont les mieux placés pour savoir pourquoi ça ne s'est pas fait à chaque fois. Mais ne pas sous-estimer cette option que l'OM se penche sur un gros latéral gauche. Et je ne vous parle pas d'une pipe là, ou d'un remplaçant de Joker ou je sais pas quoi, ou d'un jeune joueur. Je vous parle d'un gros latéral gauche qui serait titulaire
indiscutable. Voilà. Après, l'idée Medina, latéral gauche, était intéressante parce qu'il avait cette faculté de pouvoir se positionner comme un défenseur central en phase de possession. Il faut aussi que ça soit un latéral gauche. Mais après, d'un côté, s'il est très offensif, ce latéral qu'on va recruter à gauche, bah à droite, tu demandes à Murillo de faire ce que tu voulais demander à Medina de base, c'est-à-dire de jouer défenseur central quand on a le ballon. Bon là, je suis en train un petit peu d'anticiper, mais le premier plan de l'OM, la volonté principale, c'est de conclure avec Ordonez. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit, mais le joueur est chaud bouillant pour venir. Ça serait un super coup de la part de l'OM, et c'est vrai que sur le papier de voir Ordonez, Balerdi côte à côte, Medina à gauche, et à droite, Weah ou Murillo, parce que ça ne va pas bouger à ce poste-là, on se serait renforcé véritablement par rapport à l'an passé. Sans oublier Egan Riley, qui aura son mot à dire cette saison. On va passer au dossier Zegrova. Alors hier après-midi, Foot Mercato, la Minute OM ont annoncé des bonnes nouvelles. C'est-à-dire qu'il y avait des véritables discussions avancées avec Lille et le joueur. On sait que Zegrova veut venir à l'Olympique de Marseille. On parle éventuellement d'un prêt avec option d'achat obligatoire. Alors c'est étonnant parce qu'il est en fin de contrat dans 1 an. Mais bon, tant que l'OM apporte les garanties à Lille qu'on va payer le transfert dans 1 an, dans 6 mois, voilà, de 20 millions d'euros maximum, hein. Peut-être ça sera un peu moins, peu importe hein, pour Lille. Hein. D'ailleurs, ils ont vendu Diakité plus de 40 millions d'euros il y a peu, mais on sait que Lille et Olivier Létang, ils sont pas faciles hein, en négociation, en affaires. Bah tiens, c'est pareil pour Rennes, hein, qu'on va affronter demain. Mais le plus important à retenir, c'est que les choses avancent bien, dans le bon sens. Pour Zegrova, on peut être confiant, les gars. Alors c'est toujours pareil, hein. Est-ce qu'il va arriver comme remplaçant de Greenwood ou est-ce que De Zerbi va tenter de le faire jouer à gauche? Bien malin celui qui pourra me répondre. Est-ce que l'arrivée de Zegrova veut dire un départ d'Euro? C'est probable, je pense, mais on n'a pas la certitude non plus. On verra à l'avenir. Mais c'est sûr que Zegrova, pour finir, bon, c'est un super joueur, il a un coup de rein incroyable. Hein. Il y a peu de joueurs en Ligue 1 qui ont, sur les petits espaces, une telle facilité à éliminer un joueur adverse. Je répète, le terme juste qui lui correspond totalement, c'est le coup de rein qu'il a pour éliminer n'importe quel adversaire. Mais je répète quand même qu'il a assez peu joué l'an passé, qu'il a eu une blessure assez compliquée. Bon, après, son caractère, son comportement, l'aventure avec Lille, c'est pas très bien fini. Bon, on va pas non plus insister là-dessus. On a déjà eu des joueurs de caractère à l'OM, même plus que ça ces dernières années. On en a encore actuellement. Mais il a aussi besoin, ce joueur, d'un coach qui lui prête beaucoup d'attention. Mais on peut dire qu'avec De Zerbi, là, il partirait pas comme titulaire. Parce que, excusez-moi, mais c'est un ailier droit uniquement. Hein. Quand on voit sa fiche, quand on a vu ses matchs, il a joué que à droite. Mais De Zerbi, là où il est fort, c'est qu'il concerne tout le groupe. Même les remplaçants, il va leur parler la semaine. Et ça, c'est important pour faire patienter les joueurs, les faire continuer à travailler. Même si à un moment donné, quand tu joues pas, le joueur va s'énerver quoi qu'il arrive. J'ai connu un peu d'autres coachs comme ça, qui étaient importants de ce côté-là. Je me rappelle d'ailleurs que Bielsa parlait beaucoup plus à ses remplaçants la semaine qu'à ses titulaires. Pour qu'ils se sentent encore concernés. Les Alessandrini, Batshuayi, les Barada, paix à son âme. Voilà. Ensuite, les gars, on va parler un petit peu des départs qu'on espère. Bah, c'est le cas de Unai qui ne veut pas retourner au Panathinaikos. C'est information de Foot Mercato. On connaît le prix qu'a fixé l'OM, c'est 10 millions d'euros. Mais je pense qu'en l'état actuel, l'OM pourra céder à une offre un peu plus basse, hein, de 8 millions. Et il ne faut pas déconner, les gars. Objectivement, Unai, il vaut moins de 10 millions d'euros actuellement. Voilà. Entre 7 et 10, c'est déjà raisonnable pour moi. Lui, en fait, il veut jouer dans un club du top 5 championnats européens. C'est-à-dire en France, Espagne, Italie, Allemagne ou Angleterre. Après, ça m'étonne un peu que Unai ait aussi peu de convoitise. C'est possible hein, qu'il trouve un club qui joue le maintien en Angleterre, en Allemagne, en Italie. Mais pour l'instant, ça tape pas à la porte. Donc on n'a pas de chance. Même si lui, il fait chier d'un côté parce qu'il nous bloque, sincèrement. Mais il a eu Prague, Panathinaikos. Il est aussi décisionnaire. Après, quoi qu'il arrive, va falloir qu'il trouve une solution d'ici le 31 août. Et que si le Panathinaikos revient à la charge la veille de la fin du mercato, il n'y a que ça, il doit partir. Et l'OM va récupérer un peu d'argent. Mais cet argent-là, on aimerait bien l'avoir dans les caisses déjà. Et pas anticiper parce que voilà. Mais bon, il va partir, Unai. Il va partir, on espère le plus tôt possible, avec un prix assez raisonnable. Alors, concernant Mumbagna, on peut être sûr hein, qu'il ne va pas être réintégré ces prochaines semaines. Et de toute façon, il doit partir hein, pour moi. On annonce qu'il a refusé Toulouse, d'après la tribune olympienne. Et que possiblement, Rennes pourrait se pencher sur le joueur.
parce qu'il recherche un attaquant vu que Kalimundo est parti. C'est une belle opportunité pour lui, sincèrement, parce que même si l'OM compterait dessus, il serait remplaçant. Évidemment, des clubs comme Rennes et voire même Toulouse en Ligue 1, il a des chances de s'imposer. Il faut qu'il se relance après sa grave blessure. Après, combien on peut récupérer d'argent sur Moumbagna à votre avis? On voit sa valeur marchande sur Transfer Market. Bah, moi, je dirais 4-5 millions d'euros environ. Même si les gars, je pense que peu s'en rappellent, combien l'a recruté Moumbagna en janvier 2024? 8 millions d'euros. Vous imaginez, on a mis cette somme-là pour ce joueur qui arrivait de ce championnat-là. Sans lui manquer de respect, c'était un peu cher payé. 8 millions d'euros. Donc on va perdre un peu d'argent, forcément. Après, il n'a pas joué depuis un an, donc c'est pas non plus très surprenant. Petite info également que je pense vous avez vu passer, Adli va rejoindre Bournemouth. Donc c'était un joueur pisté par l'OM véritablement, même si les négociations n'étaient pas non plus très poussées. Tant mieux parce que déjà il était souvent blessé. C'était pas un joueur en nette progression, même s'il a une qualité technique indéniable, une belle vision du jeu. Mais je pense qu'avec Rowe à ce poste-là, on n'y gagnerait pas au change, parce qu'il joue au même poste. C'est le cas. Dernière info à prendre en compte, parce que ça concerne le mercato. L'élimination de Lille en barrage Ligue des Champions, ça fait que les 3 clubs français vont se partager les recettes des droits télé en Ligue des Champions. Et grosso modo, ça va rapporter 8 millions d'euros en plus à Monaco, à l'OM et au PSG. Donc c'est pas rien, 8 millions d'euros, excusez-moi, ça peut faire la différence sur un Ordonnaise par exemple, je l'espère en tout cas, parce que oui, on aurait été 4, on se serait partagé les recettes des droits télé, 4, là c'est plus qu'à 3, donc... Après peut-être que le club, dans un budget prévisionnel, avait anticipé cela, enfin je sais pas comment ça marche, comment ils ont tablé cela, mais parce que oui, Nice en tant que barragiste, c'était pas sûr qu'il joue la Ligue des Champions, mais voilà. C'est mieux financièrement pour l'OM que l'inverse, parce qu'il y a 8 millions d'écart. Avant de terminer, 2 choses très importantes. Les objectifs de cette saison pour moi, pour Tonton Raph, et mon pronostic pour demain soir. Alors déjà, les objectifs. En Ligue 1, c'est d'être sur le podium. Bien sûr, je préfère 2e, mais si on est 3e, allez. Je signe quand même, mais à condition qu'on gagne la Coupe de France. Bah ouais. Je pense qu'on a le 2e meilleur effectif de France cette année, juste devant Monaco. La Coupe de France, c'est un parcours à élimination directe sur un match. Donc le PSG qui est grand favori peut se faire sortir avant. Il n'y a pas de prolongation au pénalty ou autre. Ils auront beaucoup de matchs à jouer. On peut les battre sur un match. Et puis voilà. Au bout d'un moment, la Coupe de France, si on est raisonnable, on devrait la gagner une fois tous les 5-6 ans environ. Et vous le savez très bien que c'est loin d'être le cas. Et en Ligue des Champions, c'est quelque chose d'important, même s'il y a beaucoup de supporters qui disent que le plus important, c'est de se requalifier en Ligue des Champions et d'être très fort l'an prochain. Je ne suis pas trop d'accord parce qu'une saison à l'OM, pour qu'elle se passe bien, pour qu'elle soit dans un contexte plus ou moins sereine, il faut qu'en Ligue des Champions, on ne soit pas ridicule. Sinon, c'est la crise. Les médias nous arrachent. Les supporters grondent. C'est même plus que gronder, c'est la tempête au club. Et derrière, en championnat, ça ne suit pas derrière. Souvenez-vous, sous Alain Perrin, sous Villas-Boas, sous Elie Bopp, ça n'allait pas sous Elie Bopp, la saison 2013-2014, quand on fait 0 points. Mais ça a suivi en championnat les mauvais résultats aussi, forcément. Donc attention les gars, en Ligue des Champions, et de toute façon avec ce nouveau format, on va jouer 8 matchs et il y aura certains adversaires qui sont inférieurs à nous. C'est le tableau, c'est les chapeaux qui veulent ça. Donc pour moi, on sera barragiste, je me fais pas trop de soucis là-dessus, dans le top 24, et... j'irai même plus loin, je vise un 8e de finale Ligue des Champions dès cette année. Ouais, ce serait un beau parcours, attention, si on va en 8e, c'est propre, c'est bien. Mais 16e de finale, ça serait vraiment le minimum. Aller en barrage, c'est le minimum, voilà. Après, financièrement, bon après, il y a quand même une différence entre sortir en poule et aller en barrage. Mais le plus important, c'est souvent de se requalifier, voilà. Parce que pourquoi ceux qui anticipent l'année prochaine qu'on sera encore plus fort, bah j'en sais rien, peut-être que non. L'an prochain, on va peut-être perdre Rabiot, peut-être perdre Greenwood. On aura... ouais, Rabiot, il va partir libre, certainement. Donc, l'argent dans les caisses, va falloir aussi bien l'injecter, ne pas se tromper sur des nouveaux joueurs. Et puis, honnêtement, c'est très difficile de prendre meilleur à l'Olympique de Marseille actuellement que Rabiot et Greenwood, sincèrement. Donc non, on a une belle équipe, même si le mercato n'est pas fini. Un 8e de finale, être top 16 européen cette année, c'est envisageable pour l'OM.
Après, on va y aller étape par étape. On va vivre le tirage au sort en direct hein, sur la chaîne le 26 août. On verra bien. Mais voilà. Podium Ligue 1. Allez, 3e, même ça me convient. Bon, être champion, les gars, c'est quasiment mission impossible. Hein, forcément, on va pas se raconter des histoires. Hein. Le PSG a un effectif plus large, meilleur qualitativement et quantitativement. Ils ont une gestion des grands matchs bien meilleure que la nôtre. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, enfin, tout le temps même, on perd contre eux. Bref. Mais le PSG, c'est trop dur de les accrocher sur une saison. Peut-être qu'on sera pas très loin à certaines périodes, mais l'écart se fera à un moment ou à un autre. C'est comme ça chaque année, les gars. Il y a trop... C'est un club état et nous, on est l'OM, on fait avec nos moyens. Je ne demande pas d'être devant le PSG en Ligue 1, mais je demande par contre, sur les 3 matchs contre le PSG, de les battre au moins une fois. Ça, c'est impératif. Hein. C'est impératif. On a intérêt de les battre au moins une fois sur les 3, sinon c'est la honte, franchement. Donc voilà, pour terminer la vidéo, on va faire mon pronostic pour demain soir avec les cotes Unibet, qui sera mon partenaire encore pour cette saison. Je les remercie pour la confiance. Et je vous invite, mes abonnés, ceux qui parient de temps en temps sur les matchs de manière raisonnable, à vous inscrire avec le lien qui est en description et le code promo RAFOOT. Vous avez une superbe offre de bienvenue. Vous pouvez profiter de jusqu'à 100 € de bonus sur le premier pari. C'est-à-dire si vous misez sur un match jusqu'à 100 € maximum, on vous rembourse en free bet la mise effectuée. Tout simplement, la saison reprend demain. On va regarder un petit peu les cotes de ce choc, hein, parce que Rennes-OM, c'est quand même une belle affiche. On ouvre le bal dans le championnat, on est à 1,91. On peut un petit peu faire augmenter la cote avec OM vainqueur et Mason Greenwood buteur et plus de 1 but dans le match, ça fait 3,42. Vous pouvez parier sur un buteur hein, uniquement. Hein. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Le but de Guiri à 2,75, de Mason Greenwood à 2,43, d'Aubameyang à 2,42, même si tout dépend hein, s'il va être titulaire. Et d'Euro, par exemple, à 3,25. Vous pouvez parier sur les scores exacts. Enfin, je vous laisse aller voir, mais n'oubliez pas que sur le premier pari, juste après l'inscription et en rentrant mon code promo, vous profitez d'une offre de bienvenue qui vous protège entre guillemets. Si le pari est perdant, on vous rembourse en free bet la mise effectuée jusqu'à 100 € maximum. Par contre, précision importante, primordiale, je m'adresse aux majeurs. Si vous êtes mineur, il est interdit de parier sur des jeux d'argent. C'est pas légal du tout. Voilà. Et ça soutient la chaîne, hein, ceux qui passent par mon lien, bien sûr. Je compte sur vous. Allez la team, rendez-vous demain hein, pour le live. Je compte sur vous. Aux alentours de 20 h, on va prendre l'antenne. Un avant-match de folie. Je vais vous mettre une ambiance de dingue. Parce que pendant le match, je vais être à 3000% pour mon Olympique. Pour pousser l'OM pour cette première journée. La pression commence à monter. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et à demain soir. Forza l'OM!